La préparation. Si je n'ai qu'une chose à dire, c'est ça. C'est au théâtre, on dit il faut mettre le texte en bouche. On a joué pendant des années, on répète une pièce pendant des mois. En général, c'est 3 mois. Mais tous les soirs, avant de monter sur scène, on est mort de trouille. Bienvenue sur Même pas peur, le podcast pour devenir confortable dans l'inconfort. Je vais à la rencontre chaque semaine de personnes audacieuses. La vie, c'est comme un train. Tu montes dedans, à un moment donné, le train il s'arrête. Et tu vas voir un petit peu ce qui s'y passe. Et quand tu as pris tes expériences, tu remontes dedans et puis il s'en va. Mais tu sais pas où il va. J'ai jamais aimé me dire où je serai dans 3 ans ou dans 5 ans. Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Après une petite période d'absence, je reviens sur les chapeaux de roue avec la première invitée sur la prise de parole en public. C'est une ancienne comédienne qui aujourd'hui coach des grands dirigeants d'entreprises, des chercheurs d'emploi, des étudiants, des politiciens, des avocats, des personnes qui passent à la télé. Bref, un grand nombre de profils. Elle a beaucoup de choses à t'apporter sur la prise de parole en public. Et avant de commencer, je t'invite à aller voir dans la description, j'ai créé un petit sondage. Si tu veux tout simplement voter pour la prochaine personne qui viendra, qui sera invitée sur le podcast, eh bien n'hésite pas à donner ton avis simplement en cliquant dans la description, dans le premier lien que tu trouveras. Voilà, je te souhaite une très bonne semaine et surtout une très bonne écoute à toi. Donc je suis comédienne à la base, donc je suis comédienne de formation, c'était mon métier. Je suis professeure de théâtre depuis plus de 30 ans pour les enfants, les adolescents, les adultes et les adultes professionnels. Et puis j'ai eu un grave accident et je me suis retrouvée paralysée et j'ai mis 5 ans pour réapprendre à marcher. Donc tu penses bien que j'ai perdu mon travail en tant que comédienne. Et donc là, j'ai appris la langue des signes parce que il restait mes mains. Donc voilà. Et c'est grâce à ça que j'ai développé le sens des micro-expressions. Qui d'ailleurs après j'ai découvert Paul Ekman, si ça vous intéresse de regarder Paul Ekman, qui est un chercheur qui a travaillé aussi sur les micro-expressions et qui est très très important dans tout ce qui est le langage non verbal. Ça, à cette époque-là, je ne savais pas que ça me servirait. Ok, d'accord. Voilà. Et puis après, j'ai eu une demande d'une personne qui allait se lancer en politique. Et de fil en aiguille, ça a bien fonctionné. Et puis voilà, donc je donne des formations sur tout ce qui est la confiance en soi, la prise de parole en public et tout ce qui tourne autour. Voilà. Bah déjà félicitations parce que c'est déjà moi c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, tous les gens qui ont la niaque ou la persévérance, et c'est vraiment un exemple de comment tu as réussi à bien transformer cet obstacle, donc c'est déjà félicitations pour ça, c'est super. Merci. Et aujourd'hui quelle est ton activité? Est-ce que c'est centré sur, par exemple, tu parlais des politiciens, tu parlais des adultes, est-ce que ton activité elle est centrée justement pour l'aide pour les adultes, pour certains politiques, pour d'autres corps de travail? Alors j'ai un public le plus large que je pense qu'il puisse exister, c'est-à-dire que je travaille avec les demandeurs d'emploi dans tout ce qui a trait à comment se présenter à l'employeur. Je donne d'ailleurs une conférence sur les 50 trucs et astuces de présentation à l'employeur quand on est en entretien d'embauche, donc comment gérer son stress, comment aborder cet entretien d'embauche, parce que c'est souvent là que ça se joue. Hein. Et je donne des formations aussi aux doctorants dans 4 universités en Belgique. Je donne des formations pour les top managers, les chefs d'entreprise, les hommes et les femmes politiques, les créateurs d'entreprises, qui vont de la personne qui lance son projet jusqu'à la personne qui travaille déjà depuis quelques années et qui doit présenter son activité en réseautage, etc. Donc j'ai vraiment un panel extrêmement large et c'est ça que j'adore, quoi. Qu'est-ce que tu penses parce que justement j'étais en train aussi de regarder une vidéo sur ça, la prise de parole en public, et qui disait que justement la peur la plus générale et la plus commune en fait, on va dire sur Terre, ou on va dire des êtres humains en général, c'est la peur justement de prendre la parole, la peur du regard des autres. Quelle est ton opinion auprès de ça? Est-ce qu'il y a les gens qui viennent te voir ou que tu coaches, il y a je vais pas dire un pattern, mais quelque chose qui se répète? Est-ce qu'il y a plus régulièrement, ils viennent te voir pour une problématique précise?
Alors, il y a ceux qui viennent dans tout ce qui est la globalité de la prise de parole en public, donc ce dont tu viens de parler exactement, qui est la peur du regard de l'autre, la peur de dire une bêtise, la peur de se tromper, ça c'est sûr, dans la globalité. Puis il y a les personnes qui viennent pour un travail bien précis, donc tu as un CA à préparer, un discours, une conférence, et là il y a moins la peur, c'est plus la technique du contenu aussi. Je prépare au débat télévisé par exemple sur les chaînes nationales, comment on aborde un débat. Voilà. Maintenant, il y a une étude qui dit que pour plus de 60% de la population, la peur de parler en public est la première, elle vient avant la peur de mourir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je sais que c'est une peur qui est assez forte. Et oui, excuse-moi. Non, non, je t'en prie, c'est ça. Oui, c'est ça. Et tu confirmes. Et quel conseil tu donnes alors aux personnes, que ce soit peu importe leur, on va dire sur leur hiérarchie, on va dire hiérarchie sociale, peu importe leur niveau, on va dire. Quel conseil tu peux leur donner justement avant de démarrer une prise de parole en public, avant une performance, on va dire? Alors, la première chose, c'est qu'il faut éviter de procrastiner. C'est-à-dire que les gens, comme ils détestent ça, comme ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur poussent au dernier moment. Et ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Parce qu'en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne maîtrise pas. Et donc, ce qui va diminuer la peur, atténuer la peur, eh bien, c'est s'entraîner, réfléchir le plus longtemps possible à l'avance, structurer et puis après s'y préparer. Voilà. D'accord. Et parce que c'est vrai que moi justement j'avais vu aussi ce conseil, en fait, le fait de vraiment préparer la prise de parole. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un moment, il y a une limite, genre de surpréparer, d'être dans un cercle de justement de grand stress et d'imaginer, je sais pas, le pire, et tu vois ce que je veux dire? Oui, alors il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. La première, c'est tu dis quelque chose d'amusant qui est imaginer le pire. Alors voilà, on est notre pire ennemi et le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc si on projette une peur, etc., le cerveau il va prendre ça pour argent comptant et il va vraiment se la créer. Par contre, on peut agir grâce à ce même effet à l'inverse sur notre cerveau, c'est-à-dire qu'on peut se projeter mentalement dans l'espace, mais de dire ça comme ça demande une préparation avant, hein, donc donner ça comme conseil sans comprendre tout à fait, c'est un peu compliqué, mais de s'imaginer, de se voir vraiment dans le lieu, on a déjà peur à ce moment-là. Et donc, de s'entraîner, de se voir, de se projeter, fait que, comme je le disais tout à l'heure, le cerveau, on a peur de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne maîtrise pas, mais déjà on ne connaît pas, mais le cerveau va s'habituer petit à petit. C'est quelque chose que je conseille et que je fais d'ailleurs avec les personnes que je coach. On va sur les lieux, si possible, on se met à la place de l'orateur dans laquelle ils vont être, et bien souvent déjà là, ils sont morts de trouille, alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de public. Tu vois, et après, on va projeter le fait qu'on on parle devant les autres, et le cerveau va s'habituer, il va dire ah ça je connais, et quand il y sera, il va dire ok ça je connais, hein, ça fait pas trop peur, c'est bon, je vais mourir là en fait. Et l'autre chose par rapport à ce que tu disais, trop de préparation, ça dépend comment on se prépare, parce que déjà la première erreur de ceux qui veulent parler, c'est qu'ils écrivent ce qu'ils vont dire. Or, le langage de l'écrit n'est pas le langage de l'oral. Je dis, moi, écrire n'est pas dire. Donc, la première erreur, elle est là. Il ne faut jamais préparer par écrit, jamais. Ce qui veut dire que tu vas, par contre, préparer en amont ce dont tu vas parler, tu vas structurer, tu vas mettre des mots-clés, et après, tu vas t'entraîner à l'oral. Et tu vas trouver les mots de l'oral. Voilà. D'accord. Top. Et est-ce que tu peux rassurer les gens, enfin parce que c'est vrai, il y a une croyance qui est vraiment commune dans ce domaine, et tu as dû probablement en entendre parler plusieurs fois, en se disant bah voilà, j'ai passé une fois à l'oral, je vais faire une prise de parole en public et je serai bien plus à l'aise après. Est-ce que tu peux bien confirmer auprès de moi parce que toi tu as une grande expérience, tu as dû passer des tas et des tas de fois justement devant beaucoup de personnes, tu as aussi coaché des personnes qui passent devant énormément de monde, et savoir que la peur elle est toujours présente et qu'on l'élimine pas comme ça du jour au lendemain, et
Ah oui, tout à fait. Alors il y a une différence entre la peur et le trac. Moi j'appelle ça le trac en fait. Donc les comédiens, Ouais. je me prends toujours comme exemple en fait. Moi et les comédiens, nous les comédiens, on a fait nos études. Hein, on a fait des études pour ça. On a joué pendant des années, on répète une pièce pendant des mois, en général c'est 3 mois, mais tous les soirs avant de monter sur scène, on est mort de trouille. On a l'adrénaline, mais cette adrénaline, il faut qu'elle devienne positive, elle ne doit pas non plus être bloquante. Moi j'ai des personnes qui viennent chez moi et qui sont malades une semaine avant, la veille ils ne dorment pas, et ça c'est un trac tétanisant, et ça il faut traiter entre guillemets. Mais sinon le stress, ce petit trac, il existe, c'est normal, c'est une montée d'adrénaline. Ça, on ne pourra jamais l'enlever, et tant mieux. Maintenant, c'est un état qui disparaît entre les 10, 15, 20, 30 premières secondes, quoi. Voilà, mais c'est la même chose, je prends toujours l'exemple, c'est la même chose quand on va dans les parcs d'attractions. Vous payez 35 €, voire 40 € pour aller en parc d'attractions, vous allez payer pour vous faire peur, quoi. Voilà, c'est la même montée d'adrénaline, mais vous n'allez pas en mourir, c'est pareil. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. J'aime bien la métaphore. Tu sais, quand il y a des gens qui prennent la parole en public, des fois elles vont avoir des gestes qui sont qui sont genre un petit peu, comment dire, qui sont très très rapides. Il y a aucune fluidité. Le regard peut être fuyant. Souvent, c'est quelque chose qui est aussi assez commun. C'est les jambes. Les jambes vont, je vais pas dire trembler, mais elles vont peut-être bouger elles vont essayer de prendre l'espace, marcher énormément, ou peut-être l'inverse, rester fixe à un endroit très précis, ce qui est assez commun. Est-ce qu'il y a des choses à ce niveau-là, des petites astuces que tu peux donner aux gens qui nous écoutent, comment gérer un petit peu toutes justement on va dire ces comportements un petit peu parasites? Ok. Alors, ça, c'est une question, franchement, sur laquelle je me penche depuis très 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 longtemps, et je ne pense pas vraiment, pour ceux qui sont vraiment, enfin, qui ont peur, etc., je ne pense pas qu'on puisse passer au-dessus d'un coaching. Pourquoi ? Parce que, en fait, le problème de la prise de parole en public, c'est que comme c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, on parle, les gens se disent, oui, bof, bah, ça s'apprend pas. Or, ça s'apprend. C'est la même chose que d'apprendre à jouer au piano. On peut acheter tous les livres qu'on veut. On ne peut pas apprendre à jouer au piano en lisant un livre. On apprend à jouer en piano en s'entraînant. Alors, une bonne analyse, elle est nécessaire. Et voilà. Je réfléchis vraiment. Alors, ça peut aller vite, mais franchement, j'ai des gens qui viennent chez moi, j'ai des clients qui viennent chez moi et qui sont déjà bons quelque part. Tu vois, j'ai eu le cas par exemple d'un directeur d'agence bancaire qui allait, il avait déjà 5 ou 6 banques, il dirigeait 5 ou 6 banques, et il était promu et il allait diriger toute une grosse région. Et il m'appelle parce qu'en fait, il n'était pas sûr de lui, de son leadership, il avait un peu peur. Il est venu et pendant 3 heures, on a fait une analyse de ses compétences, et je lui avais dit, je vous assure, ça va aller, il y a que quelque chose, déjà rien qu'au téléphone, que quelque chose a changé, je l'entends, je le vois. Et cette personne, ça a suffi 3 heures, elle est partie rassurée. Donc il y a une analyse, elle le sait. Donc c'est la confiance en soi qui arrive par un œil extérieur professionnel, entre guillemets. Donc on va me faire confiance, on me paye pour ça, tu vois. Maintenant, il y a aussi les personnes qui ont peur et qui ont des gestes, comme tu dis, parasites. Mais par exemple, quand je donne les formations, personnellement, moi, j'aime pas qu'il y ait plus de 12 personnes. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment quelque chose qui touche à l'humain, qui touche à la confiance en soi, qui touche à plein de choses qu'on a en nous. Et moi, je ne crois pas personnellement aux grands trucs de formation où tout le monde est ensemble. Ça peut aider, hein. Mais pour ceux qui ont vraiment des gros problèmes d'estime de soi ou de confiance en soi, ben, ça se travaille. Autant on va aller chez un psy, autant on va aller faire de la thérapie brève, autant les gens sont prêts à faire plein d'efforts, autant prendre la parole en public, eh bien ça se travaille avec un professionnel. Il n'y a pas... Après, une fois que tu as eu un coaching, tu sais sur quoi travailler. Quand je donne des formations de 2 jours, par exemple, les gens ils viennent chez moi et après ils ont leur propre petit bagage personnel et ils savent sur quoi ils doivent travailler. Et après ça travaille tout seul. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire autrement que comme ça.
je pense à... J'ai eu quelqu'un, je ne vais pas dire qui bien sûr, qui avait remporté une télé-réalité et qui avait été contacté pour faire des émissions télé. Et il est venu me voir et il m'a dit, oui, mais moi, je regarde tout ce qui est sur YouTube, je le fais, j'ai lu tellement de livres, mais ça ne marche pas. Ben oui, parce qu'à un moment donné, faut le faire. On est dans de la pratique, on est dans du concret, on est dans de l'oralité. Maintenant, ce n'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui puisse vous coacher dans votre coin. Donc, ce que je peux donner comme conseil, c'est vraiment entraînez-vous, 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 entraînez-vous. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Les discours improvisés, les meilleurs discours improvisés sont ceux qui sont le plus préparés. C'est Churchill qui disait ça. D'accord. Et comment par curiosité, comment se passe globalement parce que j'imagine que c'est comment dire, c'est on va dire c'est sur mesure en fonction de ce que la personne, des problèmes de chacun, etc. Enfin, ou des choses à, on va dire, à régler. Comment se passe globalement un coaching justement en prise de parole en public? Si admettons demain je prends rendez-vous, je souhaite prendre rendez-vous avec toi, comment ça se passe globalement les séances? Alors ça démarre toujours par une conversation. On va discuter, je vais écouter où sont les peurs. Chacun met ses peurs où il peut, comme je dis, chacun met ses peurs où il veut. J'ai des personnes qui ont peur devant plus de 20 personnes. Et j'ai eu paradoxalement un chef d'entreprise qui me dit « Oh mais moi je suis devant mes 200 employés, j'ai pas peur, mais je suis en CA devant 10 personnes, je suis pas à l'aise. » Donc voilà, j'ai même eu un professeur d'université qui avait peur de faire passer les examens à ses élèves. Tu vois, c'est assez drôle. Je pense qu'il avait plus peur ou autant peur que les autres, que ses élèves. Donc on va discuter, je vais voir où situe tes peurs, parce qu'en fait, il y a énormément de travail qui passe par le mental, des fausses croyances, des croyances limitantes. Voilà. Après, on va travailler concrètement sur une présentation ou sur ce que tu as, sur ce quoi on peut travailler ensemble. Alors là, je te filme et puis on débriefe, on voit ensemble tes points d'amélioration et les choses à retravailler. Après, tu repars avec du travail chez toi. Voilà, en gros, en individuel, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et tu disais je vais rebondir sur ça, tu disais un truc très intéressant, tu disais que globalement, en fait, c'était, les gens venaient avec la plupart avec des croyances limitantes, des choses, justement des peurs, des pensées un petit peu, je veux dire, négatives ou automatiques, je dirais, croyances limitantes tout simplement. Et quels sont les outils que tu utilises? Est-ce que c'est de la méditation, c'est l'hypnose? Est-ce que tu utilises d'autres choses qui te sont très utiles pour l'oral? Alors, j'utilise l'hypnose, oui, j'utilise l'hypnose, mais uniquement pour la prise de parole en public. La préparation mentale. Vraiment, la préparation mentale, c'est quelque chose de hyper puissant. La force du mental, c'est incroyable. Moi, je suis férue de neurosciences et grâce maintenant à l'amélioration de l'imagerie médicale, etc., on a vraiment on comprend vraiment le fonctionnement du cerveau. Et c'est vraiment super. Donc, la force du mental, elle est incroyable. Elle est incroyable. Par exemple, c'est difficile d'expliquer juste comme ça à l'oreille, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent, par exemple, voilà, je donne mon discours, voilà, je dois faire une présentation, okay, je vais prendre un doctorant, il doit faire une présentation, et puis il me dit, oui, mais j'ai perdu mes moyens parce que dans la salle, il y avait 5 professeurs imminents, 5 imminents professeurs. Et je dis, mais pourquoi? Donc c'est notre cerveau qui a projeté une peur inutile, parce que qu'est-ce que ça peut faire, la personne qui est dans la salle? Ça, c'est que notre cerveau. Tu comprends? Si tu as bien préparé ton discours, tu l'as préparé, voilà, que ce soit le pape ou la tante Annie qui est dans le public, c'est pas grave, tu dois faire du mieux que tu peux, et tu t'es préparé, et voilà, advienne que pourra, alea jacta est. Mais pour ça, il faut avoir été préparé un maximum. La préparation. Si je n'ai qu'une chose à dire, c'est ça. C'est au théâtre, on dit il faut mettre le texte en bouche. Donc, il faut
avoir non pas du par cœur et non pas partir de l'écrit, ça j'insiste à nouveau. Tu sais ce dont tu vas parler, tu as ta structure, tu connais tes mots-clés, et après, tes phrases, elles viennent toutes seules. C'est ce que tu fais depuis que tu as 6 ans, si c'est ta langue maternelle. Enfin, depuis que tu as 6 ans, non, tu écris depuis que tu as 6 ans, mais c'est ce que tu fais depuis que tu es tout petit, tu vois, parler. Donc, ta construction de phrase, ça va, quoi. Et puis, on ne vous demande pas d'être parfait. Le public ne demande pas d'être parfait. On cherche toujours à avoir la perfection. C'est faux. Faut pas. Et moi, je me retrouve vraiment dans ce que tu dis et je pense que les gens qui nous écoutent vont se retrouver. Moi, je sais que combien de fois, avant de préparer un oral, je passais mon temps. Alors déjà, je le préparais pas forcément beaucoup. Je commençais à stresser énormément dans ma tête, à justement imaginer le pire. Donc justement, le grosse première erreur. Et la deuxième chose, c'était vraiment le rédiger en fait par écrit, quoi, plutôt que s'entraîner à l'oral. Et du coup c'est vraiment bien que tu mettes le point sur ça, quoi, parce qu'à mon avis je pense que ça doit être des erreurs assez communes que tu dois rencontrer. C'est tout le temps, c'est la première erreur. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Le Secret. Je ne sais pas si tu connais ce livre qui s'appelle Le Secret. Enfin, moi, je sais qu'il existe, je ne l'ai jamais lu, mais je pourrais écrire le mien. Tu vois, je fais un gros bouquin et j'écris Le Secret. Et dedans, tu as juste une page qui dit « Entraînez-vous à l'oral ». C'est tout. Répéter, préparer. Parce que, voilà. Quand tu te lèves le matin, t'écris pas ton texte en disant bonjour madame la boulangère, je voudrais un petit pain carré blanc coupé s'il vous plaît. Merci, tiens, il fait beau aujourd'hui. Et puis t'arrives et tu dis flûte, c'est pas là, c'est un homme. Alors tu fais ah mince. Et puis elle te dit non, j'ai pas de petit pain blanc carré aujourd'hui. Tu fais flûte, je l'ai pas écrit. Bah non, c'est plus simple que ça. C'est vrai. Et oui, voilà. Et tu parlais de livres. T'as jamais pensé, avec l'expérience que tu as, à écrire un livre ou justement à faire, je sais même, et c'est vrai que j'ai pas regardé. Est-ce que ou une grande conférence comme les TED ou les TEDx ou intervenir dans des choses comme ça, ou écrire un livre, un grand projet comme ça. Écoute, alors déjà j'ai pas le temps, mais c'est vrai. Alors il me faudrait un nègre, comme on dit. Il faudrait. Non, mais sans rire, parce que c'est vrai. Il faudrait quelqu'un qui suive les formations que je donne et qui ait ces compétences que je n'ai pas par contre. Alors c'est ça qui est intéressant aussi de savoir, c'est que j'ai des compétences dans l'oral que j'ai développées, et puis mais j'ai pas de grandes compétences dans l'écrit. Puis c'est pas ma passion, puis j'aime pas ça, et puis voilà. Donc là c'est ça que je procrastine, pardon. Tu vois, alors je suis pas parfaite non plus, hein, donc c'est bien que j'ai commencé à bafouiller. Comme ça va bien prouver qu'on ne doit pas être parfait. J'ai pas ces compétences-là. Enfin, je les ai peut-être, mais j'ai pas l'envie, je n'aime pas. Donc il me faudrait, il me faudrait un nègre qui me suive et qui écrive ce que je dis. Why not? Et dans ton parcours, est-ce qu'il y a une personne particulièrement qui t'a inspiré, un proche ou je sais pas moi, une lecture, une personne connue? Qui m'a inspiré dans quoi? Bah justement pour faire justement le travail que tu fais aujourd'hui, ou même en tant que comédienne avant. Non. T'as pas eu de... D'accord. Ok, c'était toi ton propre modèle, ouais. C'est mieux, c'est même mieux encore, j'ai envie de dire. Mais je suis pas mon propre modèle, c'est un peu prétentieux de dire ça. Mais j'ai toujours eu, enfin je suis née extravertie, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui me faisait faire des conneries, hein, donc voilà, enfin dans le bon sens du terme bien sûr. Il nous filmait, il était passionné de cinéma, il faisait du Super 8 et il nous faisait faire des petits films, mon frère et moi, et j'ai développé cet amour-là et il m'a emmené au théâtre et voilà. Alors c'est vrai que je suis allée voir une pièce de théâtre, maintenant que tu en parles, je suis allée voir une pièce de théâtre à Bruxelles avec Christiane Le Nain à l'époque, qui s'appelait Une bonne, ça ne pousse pas sous un toit ou sous un arbre, je ne sais plus. Et elle jouait, elle avait 8 personnages. Et je me suis dit, là, j'ai dit, je veux faire ça. Et j'ai eu la chance de jouer dans une pièce où j'avais 18 personnages, tu vois. Donc je suis arrivée au bout de mes rêves. Et puis, en fait, ça a été un enchaînement de choses, de mon parcours qui a été assez chaotique, de parcours de vie, comme tout un chacun, en fait. Mais moi, j'en ai retenu que la vie, c'est comme un train. Tu montes dedans, à un moment donné, le train, il s'arrête. Et tu vas voir un petit peu ce qui s'y passe. Et quand tu as pris tes expériences, tu remontes dedans et puis il s'en va. Mais tu sais pas où il va. J'ai jamais aimé me dire où je serai dans 3 ans ou dans 5 ans. Quand je me suis lancée comme entrepreneuse,
on m'a dit oui, mais vous devez faire un business plan, vous en serez dans 3 ans ou dans 5 ans. J'ai dit mais alors là franchement, je dis moi la vie elle m'a appris que je sais pas du tout même où je serai dans 10 jours. Donc voilà, on verra. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que justement j'allais te, du coup je vais pas te la poser, la question sur tes projets à venir, et tu vois là je reviens, j'étais à Barcelone à rencontrer d'autres entrepreneurs, et c'est vrai que justement dans ce groupe-là il y avait une grande partie de gens justement qui comme toi on va dire ils vivent un petit peu au jour le jour, ils aiment pas forcément planifier ce qui se passera dans un an, etc. Et puis t'as l'autre groupe dont je fais partie où tu sais t'essayes de mettre une vision, d'essayer de mettre un cap dans ce que tu fais. Et ouais, c'est vrai que ça m'a toujours parce qu'on parle beaucoup du deuxième groupe d'entrepreneurs, de ceux qui doivent avoir un objectif, etc. En ce moment, c'est vraiment le truc. Et c'est vrai que pourtant, c'est aussi une belle vision de se dire parce qu'il y a un côté aussi de lâcher prise dans cet état d'esprit que je gagnerais peut-être à avoir aussi face à ça, je trouve. Mais en fait, c'est une vision de la vie, quoi. Alors, maintenant, j'ai des projets pour l'année prochaine, parce que j'ai tellement de formations, les gens aussi prennent un an à l'avance. Hein. J'ai les dates des formations un an à l'avance, mais quand j'ai démarré, tu vois, j'ai un ami qui m'a dit, quand j'ai dit, bon là, je vais faire des formations de prise de parole en public, il m'a dit, tu vas faire que ça? Alors je lui dis, oui, mais enfin, t'imagines pas, quand même, c'est énorme, hein, voilà. Et puis en fait maintenant, j'y pense souvent, et d'ailleurs je le dis à chaque fois dans mes formations, je dis ben oui, maintenant, ben voilà, je prépare au débat télévisé en discours politique, bien souvent, je vais pas dire que je fais leur discours, c'est pas vrai, mais je les aide sur le contenu, je fais tout ce qui est les présentations percutantes, comment on fait les PowerPoint, comment on les change, enfin comment surtout tu t'en détaches, et puis surtout comment tu arrêtes de les faire. J'ai une formation qui s'appelle Comment finir définitivement avec les PowerPoint. Je travaille avec les doctorants sur le concours international de ma thèse en 180 secondes. Donc ça, c'est ce que j'appelle the royal pitch, c'est-à-dire que c'est un concours mondial francophone où les doctorants doivent résumer 10 ans de thèse en 3 minutes top chrono, vulgarisé avec un slide, tu vois. Voilà, je travaille les pitchs d'entrepreneurs. J'ai des chefs d'entreprise de multinationales et je fais la gestion du stress, je me suis lancée dans l'hypnose, enfin voilà. C'est vrai que quand, je pense toujours à lui avec un petit sourire en disant non, tu vois, je fais plus que ça, mais chaque fois, en fait, moi ce qui me guide, c'est l'amour de l'autre et me sentir utile. C'est que ça. Ce qui me botte le plus, c'est qu'on me dise waouh, merci, qu'on m'envoie, waouh, maintenant j'ai plus peur, super, que les gens m'envoient, ça s'est bien passé. Me sentir utile. Moi, je crois que dans ma vie, c'est ça, c'est me sentir utile. Mais tu sais, en fait, on en parlait tout à l'heure de la peur du ridicule. Avant, je mettais ça tout en haut de la pyramide, la peur de se tromper, la peur d'avoir l'air bête. Et en fait, tout en haut de la pointe, c'est la peur de ne pas être aimé. Les gens, ils veulent être aimés, en fait. C'est que ça. Et nous, les comédiens, c'est quelque chose qu'on assume. On fait ce métier-là parce qu'on a besoin qu'on nous aime. Nous, on est payé par les applaudissements. Et bien moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je veux qu'on m'aime, tu vois, mais dans le bon sens du terme. Ouais, non, voilà. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en plus aujourd'hui c'est quelque chose qui se perd qui se perd, mais c'est de plus en plus difficile avec les réseaux sociaux. Moi, c'est vrai que je parlais de Barcelone tout à l'heure, ça m'a marqué parce que là c'est vrai que les derniers mois là j'ai un peu voyagé et la plupart j'étais marqué de voir tous les gens qui étaient sur leur smartphone au lieu de de discuter avec les gens dans la rue. C'est un truc qui me choque et qui va continuer à me choquer. Et c'est vrai que je me suis intéressé aussi au phénomène de solitude, etc. Et c'est vrai que il y a jamais autant de gens qui se sont sentis mal, pardon, face à ça. Et c'est un très bel objectif, je trouve, à la fois humble et c'est vrai relativement, je vais pas dire simple, mais comment je pourrais le dire, ouais, je sais pas, j'aime beaucoup cet état d'esprit, parce que c'est vrai que il y a pas de c'est une sorte de lâcher prise, pas trop de, c'est quelque chose de, ouais, j'aime bien, franchement j'aime bien, ça m'inspire bien. C'est comme quand tu fais un cadeau à quelqu'un,
bah, c'est aussi que la personne elle est contente, elle est heureuse, tu vois, elle fait waouh, surtout les enfants, tu vois. Ici en Belgique, on a Saint-Nicolas, on a les Pâques et tout ça. Moi, j'ai toujours fait excessivement, plein de choses parce que je voulais voir l'émerveillement dans les yeux de mon gamin, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est waouh. Et ça veut pas dire que c'est onéreux pour ça, tu vois, mais tu mets des trucs à gauche, à droite, et c'est waouh, le waouh. Et quand tu fais des cadeaux et que tu as ça en face de toi, bah, c'est vachement plus chouette que de recevoir un cadeau, toi. Ouais, complètement. Et du coup, tout à l'heure, là, tu parlais de la Belgique et des formations. Les formations que tu fais sont uniquement en Belgique, sont uniquement là où tu es, ou est-ce que tu te déplaces un peu partout dans le monde, un peu partout en Europe? Alors, je fais Luxembourg et un peu le nord de la France, mais je démarche pas. En fait, je suis la formatrice, comme on dit, j'ai des problèmes de formatrice qui a, quelqu'un qui disait c'est pas très joli, mais qui a assez dans sa gamelle, quoi, tu vois. Donc je démarche pas, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment voyager vachement plus loin pour donner mes formations. Parce que j'adore les voyages, donc si je pouvais aller bien loin, pas bien loin, mais Ouais, changer ouais, d'endroit, c'est intéressant. j'aimerais ça vraiment. Mais je cherche pas, tu vois, parce que je n'ai jamais eu à chercher le client est toujours venu vers moi, je touche du bois, je suis très superstitieuse. Mais voilà, je cherche pas moi, les clients ils viennent. Mais c'est vrai voilà. Alors c'est amusant parce qu'avec maintenant d'ailleurs c'est ce qu'on fait, on le fait via Skype, mais je coach oralement j'ai coaché en Afrique, quoi, par exemple, tu vois. D'accord. Ah ouais, tu fais aussi des. Ah, c'est intéressant ça, à savoir, tu fais Ouais. aussi du coaching via Internet, c'est pas uniquement. Moi, je pensais que c'était face à face, du coup, tout le Oui, temps. bien sûr. Alors tu vois, c'est ponctuel. Alors je le fais par internet, par exemple aussi, parce que j'ai des clients que je suis régulièrement et ils ont un discours, par exemple, à faire, et moi je vais pas me déplacer pour travailler une heure et demie, quoi. Si c'est sur Bruxelles, par exemple, tu vois, c'est une perte de temps. Donc comme je les connais, qu'ils me connaissent, soit ils m'envoient ce qu'ils ont fait filmer, je regarde, j'analyse, ou soit on le fait en direct, quoi, avec les caméras. Mais sinon, oui, bon, ça m'arrive quelquefois, des gens qui sont fort loin, puis qui insistent, qui me donnent des conseils, et puis voilà, ça m'amuse. D'accord. Quand j'ai du temps, quand j'ai du temps. Justement, c'est cool parce que tu as l'air d'être vraiment quelqu'un de passionné qui adore ce que tu fais. C'est vraiment, en plus tu retransmets tout ça très bien. Et justement, je pensais à ça dans ton entreprise, tu es toute seule ou vous êtes plusieurs? Je suis toute seule avec moi-même. Ok. Ah ouais, donc et ça t'intéresserait pas de déléguer, de former d'autres personnes? Alors, le problème, tu vois, c'est que les gens, ils me veulent moi. Ok. Voilà. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Tu as créé un culte autour de Sophie Dussart Ouais, c'est et c'est ça, difficile. Arième, Lolita. Non, non, c'est pas ça. Mais j'ai déjà eu quelqu'un qui a travaillé pour moi, mais voilà, c'est pas pareil, quoi. C'est pas, parce que tu vois, c'est 30 ans d'expérience. Moi, j'ai rien appris dans les livres, hein. Rien du tout. Tout ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai vécu moi. Parce que d'ailleurs quand j'ai lu tout ce travail de Paul Ekman et que j'ai vu ça, je me suis dit mais purée, chouette, enfin quelqu'un, un chercheur qui dit ce que je dis depuis 30 ans, quoi. Tu vois, maintenant je peux le prouver. Et c'est pas pour me valoriser en disant voilà, non, mais c'est maintenant scientifiquement, voilà, il y a des choses que je dis depuis une quinzaine d'années ou depuis 20 ans et qui maintenant sont prouvées scientifiquement grâce aux neurosciences. Tu vois, il y a des choses que je dis, waouh, super, génial. Voilà. Tu as l'attitude, par exemple. Ton attitude, si tu as une attitude une attitude de confiance en soi, alors c'est difficile. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, parce que si les gens ils vont entendre ça, c'est comme de le lire dans les livres, ça ne marche pas, hein. Mais si tu as une attitude Par exemple, ça a été prouvé, ça scientifiquement, que quand tu es content, tu vois, ils ont mis des capteurs sur le cerveau, quand tu es content et que tu ris, tu as une partie de ton cerveau qui s'active, et ils ont demandé à des personnes de simuler un rictus, le rictus du sourire, et la même zone s'active au bout d'un moment du cerveau. Donc ça fonctionne. Ah Vois, oui, c'est ça qui est génial. Et d'ailleurs, Paul Ekman, il dit, ne me demandez pas de mimer la colère, je ne veux pas être en colère.
Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Donc déjà, une attitude corporelle, c'est excessivement important. Et c'est là aussi que quand tu as une formation de comédien, tu vois, c'est plus facile aussi pour apprendre aux autres comment se tenir et comment... Le personnage, quand tu travailles ton personnage au théâtre, c'est d'abord... il y a 2 écoles. Hein. Il y a l'école de l'acteur studio et tu as l'école du conservatoire, par exemple. Le conservatoire, c'est plus intellect. Ils disent ça, alors on pense ça, etc. Et tu as l'école que moi j'ai suivie à Paris, qui est l'école de Jacques Lecoq, qui est sur le mouvement et le corporel, et aussi aux États-Unis, celle dont je parlais, qui est plus sur, tu trouves ton personnage, trouve-le dans son physique. Par exemple, le Cid, on fait toujours le Cid, il est beau, grand et fort, il parle comme ça. Maintenant, fais le Cid bossu qui boite, tu vois. Eh bien, tout ce qu'il va dire, c'est différent. Et la manière dont il va le dire, tu vois, c'est 2 écoles différentes. D'accord. Par exemple, sur une performance, par exemple à l'oral ou une prise de parole en public, tu considères comment, enfin, je veux dire, la proportion en fait on va dire, du langage corporel en général, donc langage corporel, la posture, le regard, etc. et la parole. Tu vois ce que je veux dire, l'importance de ces deux choses. Oui. Alors, on dit que plus de 80% du message est non verbal. Alors à la télé, dans tout ce qui est les débats télé, etc., c'est quasiment 100% du message qui est non verbal. C'est ce que je disais aux politiciens, c'est ce que vous dites n'intéresse personne, c'est la manière dont vous le dites qui intéresse les gens. Et c'est la force de conviction. Quelqu'un qui va te dire avec assurance quelque chose, tu vas plus le croire que quelqu'un qui va te le dire et qui dans le fond est plus juste et qui va te le dire d'une manière où on ne va pas le croire, quoi. Il faut du charisme, il faut du leadership. Alors maintenant, il faut évidemment que ton fond suive. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ouais, bien sûr, t'inquiète pas. Mais le non-verbal, il est excessivement important. Mais excessivement important. La manière dont tu vas dire les choses, c'est incroyable. Les gens vont naturellement vers les gens beaux et en bonne santé. Alors beau ne veut pas dire... c'est beau. Physiquement, ouais, tu veux dire pas forcément le physique, ouais. Voilà. C'est les gens desquels émane la confiance en eux, l'assurance, le sourire. Je suis là, je te regarde sourire. Il suffit de regarder, hein. Voilà. Les gens vont vers les gens beaux et en bonne santé. D'accord. T'as envie, tu les envies ces gens-là, et c'est pas si compliqué que ça à faire. Enfin, maintenant, je dis ça, mais. Si c'est compliqué, ça dépend d'où tu viens, ton parcours, hein, évidemment. Il y a les gens qui viennent chez moi qui sont vraiment des très très gros problèmes, et sans doute que certains vont se reconnaître là-dedans. Ce sont des gens qui, quand on était petit, on ne te laissait pas parler, tu étais un peu écrasé, tais-toi, ou... Enfin, tu vois, il y a des traumatismes, hein, il y a des gens qui ont, ne fût-ce que simplement, tu es en classe, en primaire, tu dois dire un exposé, tu te trompes, tout le monde se fout de toi, et puis c'est fini, hein. Voilà. Et il y a beaucoup de ça. On ne t'écoutait pas, on se moquait de toi dans ton cadre familial. Hein. C'est beaucoup de ça. Donc ça ne se... Allez, ça ne se travaille pas simplement par ton attitude. Hein. Bah c'est super. Merci beaucoup Sophie. Dis-moi, pour tous les gens qui veulent en savoir plus, qui veulent te contacter pour du coaching, pour des formations, ou simplement je sais pas, savoir ce que tu fais, etc. Où tu les recommandes d'aller, ouais. Eh ben, il y a mon site, hein, donc c'est pas facile. Mon site c'est speechcoaching.be, donc voilà, tu vois, je me plante moi-même. C'est parce que je suis très fatiguée, je me plante rarement. Donc voilà, c'est SPEECH et coaching, speechcoaching.be. Et du coup, il retrouve. J'ai aussi une page Facebook et sur LinkedIn, je suis à mon nom qui est Sophie Dussart, D-U-2-S-A-R-T. Ok, d'accord. Ouais, j'allais te poser la question si justement ils souhaitaient pour les formations, ils retrouveront tout sur ton site internet, je suppose. Oui, voilà. Ok, ça marche. Bon bah super Sophie, je te remercie beaucoup de ta présence et puis de ta disponibilité. Je te souhaite plein de courage et surtout du coup beaucoup de repos en ces cas-là et puis une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Salut Sophie. Salut Simon. Voilà, l'épisode de la semaine est terminé, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il a pu t'aider. Si tu as envie d'en savoir plus au sujet de Sophie, d'aller peut-être voir ses formations, si tu as envie d'être coaché, eh bien n'hésite pas à aller sur son site internet, tout est dans la description. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à la semaine prochaine. Salut.